Je vous raconte ma vie, mais je vous demande jamais comment ça va. Vous vous souvenez, c'était à peu près il y a 2 semaines, il faisait 25 degrés, en tout cas à Paris, peut-être plus ailleurs, et tout le monde était en short et en t-shirt. Et là, je suis chez moi, j'ai 2 pulls, je me les pèle. Heu, Aussi parce que j'ai un chat qui exige que la porte de la fenêtre soit toujours ouverte pour pouvoir sortir quand il le souhaite. Je me les pèle. Et vous, comment ça va? Le temps passe super vite. J'ai encore passé un dimanche solitaire, sous le réconfort de ma couette. Non, en fait, je rigole. J'ai pas mal bossé pour tenter d'échapper, à ma future clochardisation. Enfin, vous savez, ces petits projets d'entrepreneuriat qui devraient vous empêcher de retourner bosser, dans une grosse boîte, sous les ordres d'un quelconque, mettez ce que vous voulez comme un qualificatif. Enfin, j'ai bossé. En ce moment, je suis obsédée par la salle de sport. Je sais, ça a absolument rien à voir avec le fait que je bosse. Enfin, a priori. Je me dis parfois si seulement je pouvais y aller tous les jours. Ça fait déjà un moment que ma seule source de glucides provient majoritairement de l'alcool et de céréales complètes. Ne pas travailler me permet de dormir assez pour récupérer quand je vais à la salle. J'y passe de longues heures. 2 heures max en vrai. Mais ce qui est déjà pas mal. Et donc, comme je bosse pas, ça me permet de dormir assez pour récupérer, de manger sainement, bien et régulièrement. C'est la première fois que j'ai des résultats visibles. Je vous dis pas ça pour me vanter, mais juste pour souligner le fait que c'est beaucoup de travail d'être en forme. Pour moi en tout cas. Et que je sais pas comment je serais en mesure de le faire si je bossais comme avant. Je sais pas, c'est peut-être parce que je suis pas une vraie sportive. J'y prends généralement peu de plaisir. Au fond, je crois que j'aimerais que mon corps accepte un mode de vie sédentaire sans se transformer en blob. Le problème, c'est que personne n'a envie de choper un blob. Sinon, ce serait ok pour moi, franchement. Enfin bref, je suis un futur blob à problème. Futur blob, parce que mes obsessions sont comme mes histoires de d'amour. Je sais toujours pas comment qualifier ces épisodes. Des épisodes peut-être, juste. Enfin bref. J'adore fumer des clopes et regarder des séries d'une traite. Quand on vit comme ça, on a rapidement fait le tour des trucs intéressants à regarder et à discuter avec son entourage. Et je finis toujours par regarder ces trucs que l'algorithme me propose et que je m'étais promis de ne pas regarder. Comme ce truc là sur Netflix, Mon petit renne. En anglais, c'est, désolé pour l'accent, Baby Reindeer. Bref, c'est l'histoire d'un mec qui se fait harceler par une meuf seule, obèse, avec de gros problèmes de santé mentale et mythomane. C'est une mini-série, en fait, ça se regarde vite. 7 épisodes, une trentaine de minutes. Et ça raconte un peu plus que ça. Mais je veux dire, ça raconte un peu plus que le harcèlement. Mais je veux pas vous spoiler, du coup, j'en dirai pas davantage sur l'intrigue. Juste que ça m'a surpris à plusieurs moments et que ça donne un regard intéressant et profond sur les statuts de victime et d'agresseur, mais aussi la masculinité. J'en ai déjà dit beaucoup, non? Franchement, c'est un truc bien foutu et plutôt fin. J'aime pas trop lire les critiques, parce que la plupart du temps, j'ai l'impression qu'elles ne sont que le reflet de la personnalité de quelqu'un à un moment précis. La personnalité du critique, hein, évidemment. Bien sûr que rien ne se critique sans la perspective d'une culture déjà bien en place, d'un locus social. Enfin, par locus social, enfin, c'est la définition. C'est la place d'où une personne parle pour penser, exister dans le monde, selon ses expériences, en fait. Ces notions que j'ai chopées dans le petit manuel antiraciste de Jamila Ribeiro, un essai que je vous recommande chaudement, cela dit en passant. Enfin, pour revenir à Mon petit renne, je voulais pas le regarder parce que je fais partie de ces gens qui ont pensé à un moment dans leur vie que tout le monde rêve qu'on se déclare à eux comme dans une comédie romantique. Je vais développer. J'aimais bien ce mec qui m'avait dit dès nos premiers échanges un truc que j'avais jamais dit à personne sur mon rapport aux relations sentimentales. Il l'avait exprimé exactement comme je l'aurais fait et avec les mêmes mots. Et ça a généré quelque chose d'assez étrange dans mon cerveau. Je me suis dit, ça y est, c'est lui.
je l'ai trouvé et je dois tout faire pour que ça marche. Appelons-le G. La rencontre est plutôt cool. Il est à l'écoute et dégage quelque chose de très protecteur, qui est la qualité principale que je recherche chez un partenaire. Évidemment, tout n'est pas parfait. On est attiré par des choses différentes, mais j'aime bien la différence. Je trouve ça enrichissant. Le problème vient plutôt du fait qu'on a des façons de s'exprimer complètement différentes. On a beaucoup de mal à se comprendre et à chaque fois que je lui fais une blague, je le crispe un peu. Et je m'en rends pas compte parce que j'ai du mal à le lire. On est si différents. Alors quand il me dit un truc qui me bouleverse et que j'essaie de me contenir en répondant par l'humour, ce truc way too much pour être pris au sérieux. En gros, je lui ai dit... comment je pourrais bien dire? C'est dur à dire en anglais. Impregnate me, en gros. Et je vous laisse chercher ce que ça veut dire et ce à quoi ça fait référence. Et vous allez trouver des trucs dégueux, comme des trucs qui sont vraiment de l'ordre de l'humour. Mais moi, j'étais plus dans l'ordre de l'humour que dans le truc dégueu. Mais voilà, au moment où il me le dit, je me rends pas compte qu'il l'entend au sens littéral. Je crois qu'il m'apprécie assez pour ne pas s'en arrêter là. Et je pense qu'il a simplement choisi de l'ajouter à sa liste des red flags que j'ai pu lui exposer en pensant juste être drôle. Il me propose plusieurs fois qu'on se voit, notamment avec son meilleur ami que j'ai vraiment envie de rencontrer. Et je sais bien qu'au fond, ce serait juste un test pour voir si je suis à la hauteur, quoi. Le problème, c'est que à ce moment-là, je bosse en horaire décalé, rarement dispo avant 22h. Du coup, je refuse et je peux le justifier comme je veux, mais je le sens moins réceptif. Il met de plus en plus de temps à me répondre et se contente de quelques mots quand il le fait. Je suis en train de le perdre. Mais je suis une meuf plutôt optimiste à l'époque et je me dis que je peux encore sauver cette relation en phase d'être avortée. Il faut juste que je le revoie. Et là, c'est lui qui commence à m'esquiver, mais genre, vraiment. D'accord, ok. Ça arrive. Mais je me dis, si seulement il pouvait me laisser une dernière chance. Évidemment, je fais absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Les textos de 10 lignes qui lui expliquent combien ma vie est compliquée, mais que je suis une personne géniale si on prend le temps de me connaître. Les vocaux qui disent plus ou moins la même chose, mais que j'utilise pour qu'il entende au son de ma voix que je suis pas une folle furieuse et que je reste super calme, même si j'ai l'impression que l'amour de ma vie est en train de m'échapper. Je crois que je fais ça parce que j'ai déjà vécu ça une fois. Voir l'amour de ma vie s'échapper. Et je me dis, plus jamais ça. Il y a cette chanson de Vincent Delerme qui s'appelle Je t'ai même pas dit, sur laquelle j'étais tombée lorsqu'on utilisait encore des iPods qu'on pouvait mettre en mode shuffle, et qui m'avait fait prendre conscience de tout ce que j'avais perdu 2 ans plus tôt. C'est malin, j'ai attendu que tu sois parti pour t'écrire une lettre de 3 pages sur mon lit, pour dire c'est ce que j'ai vécu de mieux dans ma vie. Encore une fois, plus jamais ça. J'allais me battre pour ce mec, même s'il me répondait plus. Donc, j'y crois tellement que je laisse passer quelques semaines, le temps qu'il se calme, peut-être même le temps qu'il puisse rencontrer d'autres filles et se rendre compte que personne ne m'arrive à la cheville. Et puis je me décide sur un coup de tête à aller le voir. Je me pointe pas en bas de chez lui comme ça, je le préviens, je m'annonce. Je lui dis que je voudrais juste lui parler pour au moins donner un sentiment d'achevé à ce truc qui avait si bien commencé. Même si, comme vous pouvez l'imaginer, j'espère qu'il va me voir et changer d'avis. Je suis bien élevée quand même, je me pointe pas comme ça. J'envoie un texto, je m'annonce, quoi. Et puis je me retrouve dans la position la plus cringe qui soit, en bas de chez lui. Je peux le voir de sa fenêtre sans rideau. Il se pose de temps en temps devant son écran d'ordi. Je sais qu'il voit mes messages, mais il répond pas. Je devrais partir, mais je suis persuadée que tout changera au moment où il plongera son regard dans le mien. C'est un vieil immeuble dont la porte ferme mal. Je finis par entrer. Il doit bien être 23h et j'ai un peu peur en montant les escaliers, peur de le mettre en colère.
Il fait plein de sports de combat. J'ai peur de me tromper de porte et de me retrouver nez à nez avec un voisin qui se rendra compte que j'ai complètement pété un câble et que je suis au bord de l'internement. Voilà, je suis derrière la porte. Il y a de la lumière. J'ose pas frapper. Je lui dis que je suis là, juste derrière. Il répond. Ça me met en joie, l'espace, juste un moment, ça vraiment. Et puis ça dure pas, quoi. Il me dit de me barrer. Il me parle de manière très agressive, mais je mets ça sur le compte de la colère. Une colère que je comprends pas d'ailleurs. À ce moment-là, je suis persuadée que je fais un choix très mature, celui de prendre mon courage à deux mains pour avoir une discussion entre adultes. Mais il le voit pas du tout comme ça. Je frappe à la porte, tout doucement pour le pousser à m'ouvrir. Il me dit que je le terrifie. Et ça me fait l'effet d'un coup de poing pris par surprise dans le ventre. J'en ai la nausée. Mais j'y crois encore. C'est juste qu'il comprend pas, il a juste besoin qu'on se pose calmement et qu'il m'écoute. Tout va rentrer dans l'ordre. C'est ce que je lui dis par message alors que j'attends, bête et impatiente, derrière sa porte. Il finit par me dire qu'il va appeler la police si je me barre pas. Deuxième coup de poing. J'en pleurerais si j'avais pas aussi honte et peur, si j'étais pas aussi déçue par sa réaction. Je me suis trompée sur lui, et peut-être sur moi aussi. Je lui dis que je suis désolée et je m'en vais. Je rentre chez moi, mortifiée. Et je finis par me créer une fin alternative où je lui dis tout ce que j'aurais souhaité avec lui. Je lui présente mes excuses, mais il ne répondra rien. D'ailleurs, je pense même qu'il m'a bloqué partout et qu'il n'a rien vu. Ouais, on peut dire que j'ai fait n'importe quoi et surtout dit n'importe quoi, à plein de moments dans cette histoire. Peut-être que je mérite un peu le traitement que m'a réservé G, mais je reste convaincue qu'hyper compatible ou non, ça reste la moindre des choses de s'expliquer sur les raisons qui nous poussent à ne plus jamais adresser la parole à quelqu'un. On peut voir ça comme un acte de mmh, générosité, dire pourquoi, pour permettre à l'autre de revoir ses façons de faire ou au moins de se regarder dans la glace et de comprendre comment il est perçu. C'est peut-être ce qu'il essayait de faire en me disant que je le terrifiais. Quand bien même le choix de ce mot, à ce moment-là, m'est plutôt apparu comme une volonté de me blesser que comme la vérité sur la personne que j'étais réellement à ce moment-là. Pathétique à la rigueur, mais terrifiante quand même. S'il avait ouvert la porte, il aurait pu s'en rendre compte. Peut-être, peut-être pas. C'était blessant parce que la peur est un sentiment qu'on oppose souvent aux filles de mon genre, pour leur expliquer qu'on les rejette. Et ce n'est pas vraiment à des fins de développement personnel, mais plutôt, à mon sens, une manière de marquer l'altérité et l'incapacité que ceux qui la dénoncent ont à l'intégrer dans ce qu'ils perçoivent être la norme. C'est souvent raciste, en fait. Et je ne saurais jamais s'il a écrit ce mot avec l'intention de projeter ce genre de choses sur moi. Tout ce que je sais, c'est que je reste certainement dans sa tête la pire histoire de dating qu'il ait vécue, le truc qui lui donne un peu de substance et qui lui permet d'expliquer aux filles d'après moi pourquoi il est si distant. Bien sûr qu'en regardant mon petit renne, je me suis rendu compte, et ce dès le premier épisode, que mon histoire à moi relève davantage de la grande maladresse que du harcèlement. Mais je ne me pointerai plus jamais en bas de chez qui que ce soit pour m'expliquer. L'idée d'être perçue par quelqu'un comme une source de nuisance, une harceleuse, me terrifie peut-être autant que les araignées. Comme il y avait des bruits, des klaxons partout, comme tout était normal autour de nous, je t'ai même pas dit, je t'ai même pas dit, je t'ai même pas dit. C'est malin, j'ai attendu que tu sois parti pour t'écrire une lettre de 3 pages sur mon lit, pour dire c'est ce que j'ai vécu de mieux dans ma vie, dans ma vie. Comme il y avait un magazine sur la table qui disait vivre jusqu'à 100 ans c'est jouable, je t'ai même pas dit,
Je t'ai même pas dit. Je t'ai même pas dit.